Les généraux français affichent fièrement leur nom sur les monuments des champs de bataille, alors que leur seul exploit, ça a été en fait d'envoyer des milliers et des milliers de soldats à la boucherie, à la mort, et qu'eux-mêmes restaient bien tranquillement à l'abri. Il y a eu en fait un accord entre les états-majors généraux des Français et des Allemands, comme quoi leurs quartiers généraux ne seraient jamais bombardés, donc ils étaient bien tranquilles. Et tout ça m'a fait penser à cette phrase du grand écrivain, poète français Paul Valéry qui disait à l'époque « La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent, au profit de gens qui, eux, se connaissent et ne se font jamais de mal. » Et effectivement, il y avait des accords entre les grands groupes de la sidérurgie, les marchands de canons, français et allemands, pour que la guerre continue le plus longtemps possible parce que ça leur a rapporté des fortunes. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des intérêts croisés, des participations, des alliances entre les groupes de la chimie, de l'acier et des marchands de canons français et allemands, et que ça a continué pendant toute la guerre, et que ces gens, en fait, ils avaient intérêt pas simplement à gagner vite, mais au contraire à ce que la guerre dure longtemps pour faire un maximum de profit. Cette guerre s'est aussi déroulée en Afrique, autour du Congo, et notamment en Tanzanie, où les armées belges et allemandes se sont affrontées très longtemps. Et il y a les Allemands qui n'avaient presque pas de matières premières dans leur colonie de l'Afrique orientale, tandis que dans le Congo belge, il y avait déjà l'or, le cuivre, le diamant, le cobalt et même l'uranium. Et c'est ça ce que les Allemands voulaient. Du côté belge, on était encore dans le raisonnement de Léopold II que c'était toujours mieux d'avoir quelque chose de plus grand. Et donc la Belgique s'est donnée, après la victoire, le contrôle du Rwanda et Burundi, qui avant étaient sous colonie allemande. Et je crois que c'est surtout en Afrique que l'aspect de la guerre a changé un petit peu, plus qu'en Europe. Je veux dire dans le sens qu'avant la guerre était pré-industrielle. C'est-à-dire il y avait les officiers qui combattaient, on ne comptait pas les morts des soldats et celui qui avait pris le drapeau de l'autre, il avait gagné. Tandis que surtout en Afrique, c'était une guerre de logistique. Il y a le général qui commandait la logistique anglaise qui a bien résumé ça. Il a dit dans cette guerre-là, ce n'était pas tellement la stratégie des généraux, mais c'était le management, cette gestion matérielle qui a fait qu'on a eu la victoire. En fait, ce changement a été aussi senti par la Belgique, qu'il fallait des bons administrateurs matériels pour faire la guerre. Et ils ont pris pour le front européen deux gens très expérimentés au Congo, c'est-à-dire Thès, qui avait construit le premier chemin de fer au Congo, qui est devenu général, et puis Ampin, qui avait construit l'autre grand chemin de fer au Congo, et lui aussi, il est devenu général. Donc on avait compris qu'il fallait plus que des plans stratégiques, il fallait des gens qui savaient déplacer des gens et surtout déplacer du matériel et tout ça. Les batailles étaient très dures pour les soldats, mais on oublie toujours que les soldats étaient accompagnés de leurs femmes, la majorité quand même, et que les femmes touchaient demi-solde. Donc en fait, ils étaient aussi enrôlés dans l'armée coloniale, parce que c'est eux qui devaient faire à manger, à faire la lessive et tout ça. Et puis encore un élément peut-être plus important que ça, ce sont les porteurs, parce qu'il y a eu ces 300 000 porteurs qui ont fait que la Belgique a su déplacer ses troupes et surtout son matériel beaucoup plus vite que les Allemands attendaient. Donc ces porteurs ont joué un rôle essentiel et c'est eux aussi qui ont été les plus grandes victimes de la guerre, je veux dire en mort. C'était en novembre 1917 que les troupes britanniques, qui incluent des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Australiens, ont dû attaquer de la vallée derrière, là-bas, vers Ypres, et ont dû attaquer les lignes allemandes sur la hauteur, la colline si vous voulez, où se trouve le fameux village de Passchendaele. Et en attaquant dans la direction de Passchendaele, des dizaines de milliers de soldats ont été tués, fauchés par les mitrailleuses allemandes installées dans des bunkers qu'on voit là-bas, où il y avait des soldats bien entraînés, qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient de grandes mitrailleuses. Ils ont fauché les soldats qui n'avaient aucune protection. Ils sont tombés par des milliers et vous voyez les résultats.
le plus grand cimetière britannique au monde, Tyne-Cot à Passchendaele. La propagande officielle cache les morts, mais sur le terrain, la vie des soldats est absolument épouvantable. Comme ici au Dodengang, une zone d'une bataille stratégique épouvantable, dans la bataille des Flandres, les forces allemandes d'un côté du fleuve, les Belges ici, avec un emploi massif d'armes chimiques. Et en fait, les témoignages des soldats sont absolument très clairs. Pour le moment, je suis dans un trou d'obus avec 2 autres, de la terre grasse jusqu'aux genoux, de la flotte et plusieurs macabées qui sentent mauvais. Et je vais rester là 6 jours et 6 nuits complètes sans pouvoir bouger, assis dans l'eau. Impossible d'écrire car les lettres ne partent pas depuis ici. On nous apporte à manger 1 fois par jour à minuit. Je trouve cette plaque française toute récente qui parle de soldats français morts pour la défense de la liberté, je trouve ça un scandale de reproduire encore aujourd'hui les médias mensonges de l'époque prétendant que c'était une guerre pour la démocratie, pour la défense de la liberté contre la dictature, etc. En réalité, les soldats français qui sont morts ici au mont Kemmel, c'était des ouvriers, c'était des paysans et ils n'avaient absolument rien à dire dans la France de l'époque parce qu'il n'y avait pas de démocratie, ils n'avaient pas le droit de vote. Une dizaine d'années plus tôt, il y a eu des très grandes grèves ouvrières parce que la misère, l'exploitation était terrible. Elles ont été réprimées par celui qui a dirigé la guerre, Clémenceau. Il était d'abord ministre de l'Intérieur, il a réprimé les grèves de façon terrible. Avant la Première Guerre mondiale, l'élite européenne avait peur des masses populaires. Surtout que les masses populaires, c'était bien organisé en des partis socialistes, ils avaient des syndicats, ils parlaient de révolution, ça faisait peur. Ils étaient des internationalistes. Ils avaient suivi le conseil de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, pour combattre ce danger de l'internationalisme, l'élite européenne a encouragé le nationalisme. Et tragiquement, cela a causé des problèmes au sein même du mouvement ouvrier et des socialistes européens qui ont commencé petit à petit à devenir des nationalistes. Et en 1914, la grande tragédie était qu'ils sont partis pour défendre la patrie et non pas les intérêts de leur classe. Parce que leurs dirigeants leur ont dit « c'est vrai, il faut défendre la patrie, alors il faut faire la guerre contre nos camarades de l'autre côté, français contre allemands, britanniques contre allemands, etc. » Et les résultats, c'était l'inverse de ce que Marx a dit. Les prolétaires du monde se sont entretués. Ils sont entretués ici, sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes ici à Langemark, où il y a un cimetière allemand, où reposent dans une seule fosse commune 25 000 Allemands, venus de partout en Allemagne, surtout des paysans, des ouvriers, dont les noms se trouvent inscrits ici, 25 000 morts dans une seule fosse commune, à Langemark. Nous avons commencé à marcher sur des cadavres. Les tranchées étaient complètement bouleversées. Là, il y avait une baïonnette qui sortait de terre. À côté, il y avait une main. Plus loin, c'était un pied et une tête. Des cadavres déformés, hachés. Un spectacle épouvantable s'offrait à la vue. En considérant cette tranchée que nous abandonnions jonchée de cadavres, certains d'entre eux restaient les yeux grands ouverts, d'autres levant les bras et les mains au ciel. Une certaine émotion nous étreignait en entendant les dernières plaintes des mourants auxquels aucun secours ne pouvait être apporté. C'est dramatique de voir que les dirigeants du mouvement ouvrier socialiste, au lieu de continuer à défendre la solidarité internationale, appellent à s'entretuer. Le dirigeant du parti ouvrier belge Van der Velde à l'époque, du parti socialiste donc, dit que cette guerre, il faut la soutenir, il faut la mener parce que c'est une guerre pour le droit, pour la liberté, pour la civilisation. Il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu cette trahison
de la toute grande majorité, il y a eu une petite minorité, mais cette trahison de la toute grande majorité des partis ouvriers socialistes qui ont cessé de défendre les intérêts des travailleurs, s'il n'y avait pas eu cette trahison, la guerre n'aurait pas été possible, ou elle n'aurait pas duré très longtemps, parce qu'il y a eu des mutineries spontanées, mais l'idée de la solidarité entre les soldats et entre les peuples, elle a été complètement abandonnée. Tu vas dire que je n'ai pas beaucoup le caractère militaire, mais c'est honteux de voir ce que l'on voit ici tous les jours. Les camarades tombés sur la plaine, le ventre au soleil, et c'est une infection que nous respirons. J'aurais bientôt autre chose à te dire, mais je risque la prison. Et en effet, les mutineries et les révoltes vont être de plus en plus nombreuses. Les soldats sont partis en général la fleur au fusil en chantant, victimes de cette propagande de guerre, mais très vite sur le terrain, évidemment, ils ont vu que ce n'était pas du tout ça, la réalité, que la guerre était horrible, que leurs officiers les traitaient comme de la chair à canon, n'avaient aucun respect pour leur vie. Cette offensive fut terrible et mal préparée. Rien n'avait été tenu au secret et manque de préparation notable. Les troupes montées au chant de notre hymne national redescendaient des lignes hurlant l'Internationale. Nous sommes ici devant, à mon avis, l'œuvre la plus bouleversante qui soit sur cette guerre 14-18. C'est l'œuvre de la sculpteure allemande Käthe Kollwitz. Elle s'est représentée elle-même et son mari en train de pleurer leur fils, Peter, un soldat allemand qui est mort pas loin d'ici. Et cette œuvre, elle nous fait comprendre la souffrance de millions de parents qui ont été obligés d'enterrer leur enfant. Les Allemands commencèrent le bombardement de la ville. Nous sommes obligés de quitter la caserne précipitamment. Et c'est sous une véritable grêle d'obus, tout flambe et s'écroule autour de nous, que nous quittons la ville. Jamais jusqu'à présent je n'avais été émotionné comme ce jour-là dans les rues. Tout le monde courait en s'appelant. Ici, une vieille femme, les cheveux blancs, les yeux hagards, appelait à grands cris ses petits. Plus loin, une jeune maman qui est à genoux par terre, devant son petit qu'un éclat d'obus vient de tuer. Finalement, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui de retenir de 14-18 ? Qu'on a eu cette montagne de souffrance, cette montagne de victimes, des millions de parents en souffrance, pour le fric. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, nous vivons une nouvelle guerre mondiale, non déclarée, mais bien réelle. C'est la guerre des multinationales riches du Nord contre les peuples du Sud. Parce que quand les multinationales pillent les ressources naturelles, ne les payent pas, volent le travail des gens, empêchent les pays du Sud de se développer, mais la conséquence, c'est la faim. C'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il y a quelque part dans le monde un gosse qui meurt de faim et ses parents ne peuvent pas l'empêcher.